Alors on va changer complètement de domaine et donc on accueille Pierre Mordant, qui est le responsable de la transplantation pulmonaire à Bichat et qui va nous dire s'il y a du neuf en transplantation pulmonaire. Alors mon souhait c'est que dans 20-30 ans on ne transplante plus des poumons prélevés sur des cadavres mais des poumons issus de l'ingénierie tissulaire. Tu nous diras peut-être ce que tu en penses. Voilà, en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Donc, je suis en charge des greffons déjà. C'est mon patron, le professeur Cassé, qui est en charge de la totalité du programme de transplantation. Et je suis très heureux d'être ici pour discuter des nouveautés en transplantation pulmonaire. Alors, j'ai choisi de faire plutôt de l'actualité en transplantation pulmonaire. Donc, je ne vais pas tellement parler de perspective à 30 ans, mais plutôt de là où on en est par rapport à il y a 5 ou 10 ans. Alors la transplantation pulmonaire, vous savez, c'est toujours le seul traitement à même de restituer une capacité respiratoire normale à des patients atteints de diverses pathologies pulmonaires, l'emphysème, la fibrose pulmonaire idiopathique, la mucoviscidose et les hypertensions artérielles pulmonaires principalement. L'activité de transplantation pulmonaire est croissante dans le monde pour atteindre environ 4000 transplantations en 2015 dans ce registre international. Cette croissance se fait principalement au bénéfice des pathologies interstitielles et de la fibrose qui sont ici en bleu. Tandis que la proportion de BPCO et de mucoviscidose est globalement stable. On retrouve à peu près la même tendance en France avec un plus haut atteint l'an dernier avec 371 transplantations pulmonaires. Malgré ces augmentations, l'activité de transplantation pulmonaire reste insuffisante et quand on regarde le taux de transplantation pulmonaire par million d'habitants, on est à 4,8, ce qui est moins qu'un certain nombre de nos voisins, ce qui suggère un sous-adressage des patients et donc un manque d'usage de la technique. Et puis, l'autre moyen de voir si on greffe suffisamment, c'est de regarder le devenir des patients sur liste et il n'y en a que, entre guillemets, 81% qui sont greffés à 1 an. Et surtout, on garde un taux de mortalité sur liste de 7% à 1 an, c'est-à-dire que des patients qu'on a ultra sélectionnés, bilantés, mis dans un programme de transplantation pulmonaire, il y en a quand même 7% qui ne peuvent pas avoir le traitement pour lequel ils ont candidaté. Et puis, la dernière limite, qui est de taille, c'est le pronostic après transplantation pulmonaire avec 2 écueils. Le premier, c'est la mortalité post-opératoire précoce, qui reste aux alentours de 15% à 90 jours dans les équipes françaises, avec une mortalité à 1 an de l'ordre de 20%, et puis une mortalité tardive, contre laquelle on a du mal à lutter, qui est liée à la dysfonction chronique du greffon, qu'on a longtemps appelé rejet chronique, qui est probablement multifactoriel. Alors j'ai choisi d'axer ce topo sur des sujets chirurgicaux. La première limite, c'est l'accès à la greffe, et donc on va parler de la super-urgence. Le deuxième aspect, c'est la disponibilité des greffons, et on va parler de leur évaluation. Et puis je vous donnerai juste mon sentiment sur des pistes qu'on pourrait suivre pour améliorer le pronostic post-opératoire. Alors le problème de l'accès aux greffons, il est important parce que c'est vrai que quand on voit que 80% des patients sont greffés à 1 an, on se dit en fait c'est pas mal, sauf qu'il y a un certain nombre de patients qui décèdent sur liste parce qu'ils ont des maladies de profil évolutif imprévisibles. Le cas le plus classique, c'est la fibrose pulmonaire idiopathique, dont on a du mal à dire pour un patient donné s'il va être sur une pente doucement progressive, s'il va faire des exacerbations aiguës ou s'il va être rapidement progressif. Donc c'est typiquement des patients qu'on voit en consultation pré-greffe dès qu'ils ont, par exemple, un échange, une DLCO qui est en dessous de 40%, mais souvent c'est des patients qui n'ont pas d'oxygène, qui peuvent encore monter 2 étages, qui nous disent « moi je ne suis pas embêté au quotidien, je ne vois pas pourquoi vous venez m'enquiquiner avec tout ce bilan ». Et le problème c'est que le même patient, vous pouvez le retrouver 3 jours après en réanimation, et si jamais il n'est pas greffé, ce patient va mourir, il ne va pas réussir à sortir de réanimation. Et quand Gabriel Cabu avait regardé en 2003 la survie des patients non greffés, et c'est simple. À 1 an après inscription sur liste pour fibrose, il n'y avait plus que 20% des patients qui étaient vivants s'ils n'avaient pas été greffés, alors que ceux qui avaient été greffés étaient vivants dans plus de 70% des cas. Alors quand les patients sont candidats à une transplantation pulmonaire, font une exacerbation aiguë, on a longtemps parlé de l'aspect très négatif de la ventilation mécanique et on a été très aidé par le développement des assistances respiratoires extracorporelles, donc les ECMO, soit des circuits véno-veineux, comme vous voyez figuré ici, avec une admission qui est située dans le territoire cave inférieur en fémoral. Je ne sais pas si vous trouvez la flèche. Dans le territoire cave inférieur en fémoral,
une oxygénation extracorporelle et une réinjection toujours veineuse dans le territoire cave supérieur en jugulaire qui permet d'avoir une assistance respiratoire stricte. Et puis quand vraiment le patient ne va pas bien, et notamment quand il a une hypertension artérielle pulmonaire associée, l'ECMO véno-veineuse ne suffit plus, il faut aussi assister son cœur, et donc dans ces cas-là, le même dispositif est utilisé en véno-artériel, toujours une admission en cave inférieure, cette fois-ci qui est remontée jusqu'à l'oreiller droite, une oxygénation et une réinjection soit en fémoral commun, soit en axillaire, dans le système artériel, et donc une injection à contre-courant. Et les patients sous ECMO peuvent bénéficier depuis 2007, les patients qui étaient donc déjà candidats à la transplantation pulmonaire, qui font des exacerbations et qui ont besoin d'une assistance, ils peuvent bénéficier d'une transplantation pulmonaire en super urgence, c'est-à-dire qu'ils ont une priorité nationale qui est soumise à une validation par un collège d'experts, c'est valable 2 fois une semaine, et ça leur donne une priorité sur tous les greffons compatibles sur tout le territoire. Soit parce qu'ils ont l'ECMO, soit parce qu'ils sont ventilés de façon invasive, soit parce qu'ils ont une menace de ventilation invasive dont les critères varient selon le diagnostic. Alors quand on avait regardé initialement le pronostic de ces patients, on s'apercevait que la super urgence permettait de greffer 83% des patients qui étaient mis sous ECMO alors qu'ils étaient sur liste d'attente, ce qui est plutôt un bon chiffre. Mais quand on regardait leur survie, on tombait à 50% des patients sous ECMO, avec une grosse différence entre les patients atteints de mucoviscidose, qui avaient une survie à 1 an de l'ordre de 60-70%, et puis les patients atteints d'autres indications, dont la fibrose pulmonaire, avec une survie à 1 an qui était que de 30%. Et donc on a progressé au fur et à mesure. Donc la première chose, c'est que maintenant on débute par l'assistance la plus physiologique, c'est-à-dire qu'initialement on avait tendance à mettre le circuit maximum en se disant nous chirurgiens, au moins comme ça on n'y reviendra pas. Donc si on a un doute entre véno-veineuse et véno-artérielle, on lui met la véno-artérielle. S'il faut qu'elle soit centrale, elle est centrale. Et on s'est aperçu que c'était clairement délétère pour un certain nombre de patients. Et donc maintenant, notre attitude, sans aller à travers tout le diagramme, s'adapte à la physiopathologie. C'est-à-dire que si le patient a une hypercapnie prédominante, on lui met une ECMO véno-veineuse. S'il a une hypoxémie avec assez peu d'HTAP, on lui met plutôt une véno-artérielle. Si l'HTAP est plus importante, on peut discuter d'autres techniques, soit de véno-artérielle centrale, soit d'atrioseptotomie. Et puis surtout, si jamais on ne réussit pas à corriger le patient, on peut modifier la cannulation en se disant, voilà, le but c'est que ce patient qui est sur liste d'attente de transplantation, qui est monodéfaillant respiratoire, on réussisse à le stabiliser le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'il ait un greffon. Alors au maximum, les choses ont été un peu poussées par l'équipe de Toronto, mais c'est pour vous montrer dans quoi de neuf, c'est un cas clinique de l'année, d'une patiente atteinte de mucoviscidose qui avait à la fois un problème d'insuffisance respiratoire, qui était sur liste de transplantation et qui là a fait une dégradation sur un mode septique. Et donc l'équipe de Toronto a choisi de lui mettre une double assistance en lui déposant les 2 poumons. Donc ils lui ont fait une pneumonectomie bilatérale et ils l'ont assisté avec une ECMO véno-artérielle entre l'oreillette droite et l'aorte à contre-courant. Et pour maintenir une éjection depuis le ventricule droit jusqu'à l'oreillette gauche, ils ont mis en place une membrane d'oxygénation passive, le Novalung. Ils ont joué un petit peu sur le débit, ils se sont aperçus que finalement ce qui était le plus physiologique, c'était d'avoir le même débit dans l'un et dans l'autre, ce qui paraît assez logique. Et la patiente a pu attendre 6 jours comme ça, sans poumon, et finalement elle est transplantée avec un bon résultat. La deuxième optique, après essayer de débuter avec l'assistance la plus physiologique, c'est de privilégier l'ECMO vigile le plus souvent possible. L'idée, c'est de dire le patient dont on sent qu'il va être intubé pendant la nuit, et en fait, il vaut mieux lui mettre l'ECMO à 19h que de l'intuber à 2h du matin, et le lendemain, en fin de bloc, en gros à 18h, se retrouver à lui remettre une ECMO alors qu'il a déjà 24 heures d'intubation. Parfois, il a déjà été curarisé, et 24 heures de curarisation, c'est déjà des dommages très importants sur le diaphragme. Et donc on essaie d'anticiper ça. Alors c'est dans cette étude rétrospective sur 9 ans de l'équipe de Columbia, on voit qu'ils ont assisté 72 patients. Dans 25% des cas, ils ont dû changer les circuits d'ECMO, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il faut y retourner. Ils traquent les patients dans environ la moitié des cas et surtout, comme les patients sont vigiles, ils réussissent à les faire ambuler. Alors c'est pas encore du fast track, parce que c'est préopératoire, mais ils réussissent à les faire marcher. Alors ça, en France, ça nous fait beaucoup fantasmer, on aimerait beaucoup y arriver. En pratique, c'est souvent assez difficile, parce que dans les réas nord-américaines, il y a 3 kinés, 4 infirmières, un dispositif spécial qui a été fait par la boîte d'ingénieurs du coin. Nous, c'est un petit peu plus difficile, mais si déjà on garde le patient réveillé, on lui fait faire un peu de pédalier s'il est cannulé dans le cou, ou bien alors avec les mains s'il est cannulé à l'aine,
On peut au maximum le mettre au fauteuil, et surtout, on ne le curarise pas, c'est déjà beaucoup de choses gagnées pour la suite. Et puis l'autre aspect qui est important, c'est que ces patients sont greffés dans l'expérience américaine au bout de 12 jours. Nous, c'est à peu près le cas dans l'expérience française. En gros, plus de 95% des patients sont soit greffés, soit décédés au bout de 14 jours. Ce qui est important, c'est qu'il y a effectivement cet autre aspect, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui décèdent avant d'avoir eu leur poumon. Donc là, c'est quelque part la situation la plus facile humainement parce que le patient n'a pas eu accès à la greffe et puis c'est pas de chance. Ce qui est plus difficile, c'est qu'il y a des patients qu'il faut délister. Et ça, c'est vrai que c'est difficile quand on s'aperçoit qu'il y a une défaillance d'un deuxième organe qui apparaît, que finalement le patient ne peut pas rester vigile, on est obligé de l'intuber, de le curariser, et on n'y arrive pas, il a une insuffisance rénale, et ben, il y a un moment où il faut aller voir sa famille en disant maintenant stop, on ne peut plus, c'est pas raisonnable d'attendre un greffon dans ces conditions, sinon on va au carton, et c'est des situations qui sont assez difficiles humainement. Mais si on s'en tient à ces principes, quand on regarde les résultats publiés par Columbia, on retrouve quand même une amélioration par rapport à ce qu'on avait trouvé en France, avec pour les mucos une survie qui est plutôt de l'ordre de 70% et qui est en plateau au-delà de la première année. Et puis pour les fibroses, une survie au-dessus de 40%, donc on a quand même gagné 10% de survie au-delà de 1 an. L'autre aspect, c'est qu'on essaye de mettre en place ces assistances en percutanée stricte. Alors je sais que ça paraît bête, mais aborder les vaisseaux Scarpa, c'est une incision dans un territoire où il y a beaucoup de lymphatique et c'est s'exposer à des complications septiques post-greffe qui peuvent être vraiment problématiques. On est parfois obligé de faire des pontages en allogreffe pour réussir à régler des problèmes d'abcès qu'on finit par ulcérer l'artère. Et donc, on mettait déjà les ECMO en percutanée, mais le problème c'est qu'au moment de les retirer, il fallait aborder l'artère pour pouvoir la réparer. Et donc ce qu'on fait maintenant dans l'équipe, c'est qu'on utilise des systèmes de pré-closing percutanés où on ponctionne l'artère, on met en place un fil d'attente et ensuite on met en place notre canule. Donc c'est ce que vous voyez ici, la veine ici, l'artère, et vous voyez les deux fils d'attente sur le côté. L'idée c'est que quand on décanule le patient, eh ben, on n'a plus qu'à tirer sur ces fils et on n'a pas d'abord chirurgical de laine. Et quand on regarde ce que ça donne sur notre expérience, en comparant les 48 patients qui ont eu un abord chirurgical aux 34 qui ont eu la technique percutanée, on s'aperçoit qu'on a réglé le problème des complications septiques. Il nous reste le problème des complications ischémiques, mais comme Pascal, on est aussi un peu chirurgien vasculaire, on a moins peur des complications ischémiques que des complications septiques. L'autre aspect de la super-urgence, c'est de bien choisir le greffon. Alors ça paraît bête, mais quand on en parle aux gens on les appelle et puis aux différentes équipes, il y a la moitié des gens qui nous disent « Ah bah c'est facile, en super-urgence, on n'a que des super greffons, parce qu'on passe avant tout le monde ». Et il y a l'autre moitié des gens qui nous disent « Bah non, en fait, on a dû prendre des très mauvais greffons parce que j'avais pas le choix et que mon patient est en mauvais état ». Alors on a mené une étude rétrospective sur la base de données nationale pour comparer, savoir si les greffons étaient différents selon la procédure d'allocation. Et en fait, on n'a pas trouvé de différence, que ce soit sur l'âge du donneur, le sexe, les antécédents de tabagisme qui sont élevés comme vous le voyez, et la durée de ventilation mécanique, et puis la gazométrie qui est significativement différente, mais ce n'est pas cliniquement très pertinent, c'est globalement des bons greffons. Et puis le dernier aspect pour la super-urgence, et ça pour l'instant on s'y tient, c'est de limiter le recours à la super-urgence. On sait par l'expérience de nos collègues chirurgiens cardiaques que c'est des systèmes qui sont par essence déséquilibrés si jamais on passe un certain taux de super-urgence. Alors il a été défini de façon un petit peu arbitraire aux alentours de 25-30% dans le poumon. Et donc c'est très important qu'on reste en dessous parce que sinon le reste de nos patients vont attendre beaucoup plus longtemps et on va se mettre à surexploiter la super-urgence. On va se mettre à greffer des patients uniquement en super-urgence. Et donc dans les derniers chiffres, on est toujours à 15% de super-urgence. Et puis l'autre argument pour essayer de rester raisonnable sur la super-urgence, c'est que le pronostic à long terme est toujours moins bon. Malgré ça, ça nous permet de transplanter des patients, des fibroses qui sont en réanimation, qui passent par l'étape de l'ECMO, et on a des greffons rapidement et on peut leur faire soit une monopulmonaire pointe ici, soit une transplantation du pulmonaire avec des suites favorables. Le deuxième aspect que je voulais voir avec vous, c'était la disponibilité des greffons, l'évaluation et l'accès au Maastricht 3. Alors vous savez que le problème de l'évaluation des greffons, c'est que pour les greffons pulmonaires, le poumon est très exposé à toutes les conséquences à la fois de la mort cérébrale et de la réanimation avant le prélèvement, et qu'on sait si le greffon est bon qu'après la transplantation. Donc la sanction ne vient qu'ici entre les dysfonctions primaires de grade 2 et les dysfonctions primaires de grade 3. Donc on avait défini initialement des critères de greffon idéal qui étaient des critères très restrictifs dans les années 90. Avec ça, on ne prélève que 10% des greffons.
Ces critères ont été assouplis au fur et à mesure dans les années 2000, et en définissant en gros le greffon inacceptable, et puis en se disant qu'entre les deux, il fallait voir au cas par cas. Et ça permet de prélever environ 20% des greffons avec à peu près les mêmes résultats. Et donc on en est à peu près là. En France en 2015, on est à 20% des donneurs d'un organe qui sont prélevés du poumon, ce qui reste quand même assez faible. Et c'est dans ce contexte qu'a été développée l'évaluation ex vivo des greffons pulmonaires, qui permet de prélever le greffon sur la technique habituelle, et puis de le mettre sur un circuit qui est en fait un circuit d'ECMO, mais qu'on utilise à l'envers. Au lieu de oxygéner et décarboxyler le patient, là on va désoxygéner et carboxyler le poumon, et regarder comment le poumon peut faire son travail en retour. Donc c'est des poumons qui sont ventilés, c'est souvent des images ou des films qui sont assez impressionnants et qui nous permettent de voir, d'avoir des évaluations physiologiques, et puis des radios. Tout à l'heure vous aviez le thorax sans les poumons, là vous avez les poumons sans le thorax, donc avec ici une opacité lobaire supérieure gauche qui était d'origine indéterminée, un greffon qui avait des mauvaises glaces du sang, et en fait après 3 heures de perfusion, une fibroaspiration, un bon recrutement, on s'aperçoit que c'est des très bons greffons. Et l'équipe de Toronto, qui est un très gros promoteur de cette technique, a montré que les résultats après cette évaluation permettaient d'avoir les mêmes résultats qu'avec les greffons acceptables d'emblée, et que ça permettait d'augmenter le taux d'utilisation des greffons jusqu'à 40%. Alors, clairement, donc, il y a eu des protocoles en France. Nous, on a la technique accessible à Bichat. On a du mal à savoir exactement où se place la technique. Parce qu'il y a aussi un certain nombre de partisans d'une évaluation un peu clinique des greffons, en disant en fait ce greffon il n'a pas besoin d'ex vivo, on peut le réévaluer, l'optimiser sur le donneur, et puis le prendre et finalement le greffer avec de bons résultats. Et là c'est des résultats de l'équipe de Melbourne, qui a repris, il voulait savoir s'il passait à la technique de Toronto, qui est quand même 15 000 € par greffon, et sans remboursement nulle part dans le monde actuellement. Et donc ils ont regardé ce qu'ils avaient fait sur les 2 dernières années, et ils se sont aperçus que sur les 120 donneurs qu'ils avaient pris, il y en avait 1% qui étaient classés comme idéaux, 58% qui étaient marginaux, et 41% qui auraient été classés comme impossibles à prélever. Et malgré ça, ils ont des résultats qui ne feraient pas lire d'envie toutes les équipes, avec des séjours de réa de 5 jours, 22 jours en hospitalisation, et puis des survies à 1 an à 93%. Donc clairement, et ça leur permet, dans cette équipe de Melbourne, également de prendre 41% de leur greffon. Donc clairement, ce qui est important, c'est l'optimisation du donneur, l'évaluation systématique. Est-ce qu'il faut une évaluation complémentaire ou pas? C'est des choses qui sont encore discutées, mais ce qui est important, c'est d'avoir des centres à haut volume, et on en reparlera après. Et ça permet d'augmenter l'utilisation des greffons jusqu'à 40%. La dernière source de greffons qu'on n'a pour l'instant pas peu exploitée, c'est les donneurs en arrêt circulatoire. Vous savez que les donneurs classiquement sont des donneurs en état de mort encéphalique. Et donc il y a actuellement un protocole en cours de développement pour les donneurs en arrêt circulatoire Maastricht 3. Donc c'est des arrêts circulatoires contrôlés, c'est des patients de réanimation pour lesquels les réanimateurs décident d'un arrêt des soins. C'est la limitation des thérapeutiques, donc la LAT. Et ensuite on regarde le patient s'éteindre. Une fois que l'arrêt circulatoire est constaté, il y a une phase de no-touch pendant 5 minutes qui fait partie de la définition légale de la mort. Et ensuite, il faut qu'on réussisse à lui perfuser les organes rapidement, donc pour les organes abdominaux par la mise en place d'une circulation régionale normothermique, et pour le thorax par la mise en place d'un flush et de refroidissement. Donc les 2 prélèvements doivent s'articuler ensemble avec des timings qui sont assez serrés, puisque entre l'arrêt circulatoire et le flush, il faut moins de 60 minutes. Pour les poumons, donc ça veut dire en pratique qu'il faut que l'arrêt des soins soit réalisé très très près d'un bloc opératoire, puisque nous, pour faire notre flush, il faut qu'on fasse une sternotomie, une cannulation. La question, c'est ces greffons Maastricht, je crois qu'ils sont globalement des bons greffons. Est-ce qu'il faut leur faire une évaluation complémentaire ex vivo? Il y a eu un papier publié par l'équipe de Toronto qui aurait tendance à montrer que les Maastricht 3 qui avaient de l'ex vivo donnaient des meilleurs résultats, avec 0% de dysfonction primaire de grade 3 contre 22% dans le groupe contrôle. C'était un abstract, ça a été finalement un papier, et puis les résultats ne sont pas si significatifs que ça. Bon, l'agence de la biomédecine a tranché, elle a dit c'est obligatoire. Voilà, donc c'est comme ça. Comment on le finance? Personne ne le sait, mais on doit le faire. Et donc quand on regarde les premiers résultats sur le Maastricht 3, 2014-2016, 9 sites en France,
près de 120 donneurs recensés, 78 procédures de Maastricht 3, 62 prélèvements, 113 transplantations rénales, 28 transplantations hépatiques. Le poumon est arrivé en retard parce que l'agence a choisi sciemment de privilégier les organes abdominaux. Je pense que c'est des décisions dont on peut discuter. Et donc il y a eu 3 transplantations qui ont été réalisées à Foch et à Marine-Lannelongue, dont 3 ex vivo qui ont mené à 3 transplantations. Donc on espère, on pense que ça va nous donner du potentiel, mais c'est quelque chose qu'on a du mal à évaluer pour l'instant. Et puis pour finir rapidement, comment améliorer le pronostic post-opératoire? Personne n'a la solution idéale, mais si on regarde ces courbes, c'est vrai qu'elles nous interpellent tous, et puis quand on regarde l'évolution dans le temps, et ben on s'aperçoit qu'on ne progresse plus tellement. Alors oui, on transplante de plus en plus, on transplante des patients de plus en plus graves, mais le fait est que le pronostic des patients transplantés plafonne un petit peu depuis une dizaine d'années. Et il y a un aspect qui est vraiment très important, c'est le volume des centres. Il y a une tendance globalement dans le monde à avoir de moins en moins de centres qui réalisent moins de 20 transplantations et de plus en plus de centres qui en réalisent plus de 40. Et ça a été très bien corrélé avec le pronostic après-greffe. Donc là, c'est dans le cas particulier des pathologies interstitielles, mais en fait, on trouve la même chose que le diagnostic. C'est-à-dire que quand on regarde le risque de mortalité à 1 an, le point d'inflexion est entre 40 et 45 greffes, et vous avez un risque qui a baissé de 30% quand vous faites environ 120 transplantations par an. Après, c'est aussi un cercle vertueux, c'est-à-dire que si vous avez le meilleur résultat, vous greffez des patients moins graves, et ça fonctionne mieux. Et puis ça, c'était juste pour finir sur une touche personnelle, comment choisir les bons greffons aussi. On parle de l'ex vivo, mais il y a aussi des choses qu'on ne voit pas. Parfois, on a des sensibilités particulières. On a des sensibilités particulières, par exemple, à développer un asthme. Et on a montré qu'il y avait un polymorphisme dans une protéine anti-inflammatoire pulmonaire qui s'appelle CCSP. Ce polymorphisme G38A, il y a 30% de la population qui en est porteur. Et c'est associé à un risque de développer un asthme ou à un risque de développer une BPCO si on est fumeur. Et on a regardé ce que ça donnait après transplantation pulmonaire pour savoir si c'était une sensibilité particulière, un risque particulier à développer une dysfonction primaire de grade 3 après ischémie-réperfusion. Donc pour ça, toujours le problème des volumes, il a fallu passer par une cohorte nationale. Et on a eu accès à une centaine de patients avec des prélèvements pré- et post-opératoires. On a recherché ce polymorphisme chez les donneurs et on s'est aperçu que les patients qui avaient un polymorphisme CCSP étaient protégés contre la dysfonction primaire du greffon. Donc c'est des choses qu'il faut vérifier en prospectif, mais ça fait partie des perspectives qu'on a pour les prochaines années. Donc pour conclure, quoi de neuf en transplantation pulmonaire? Une activité croissante globalement au bénéfice des patients atteints de pathologies interstitielles, un taux de superurgence qui est stable, et puis de plus en plus d'ECMO qui sont vigiles et percutanés, des greffons qui sont très très souvent marginaux maintenant, on ne sait pas très bien quel est le rôle de l'ex vivo dans ce cas-là. On espère beaucoup du potentiel du Maastricht 3 parce que toutes les équipes Prend-Fond disent quand même que c'est globalement même des meilleurs greffons que les greffons après mort cérébrale. Et puis, globalement, l'intérêt des centres à haut volume, et c'est vrai qu'on travaille tous là-dessus, pas pour essayer de piquer l'activité du voisin, mais parce qu'on sait que, globalement, les centres qui font les choses plus souvent les font mieux. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Pierre, pour cette très bonne présentation. J'ai quelques questions avant de donner la parole à l'auditoire. Comment tu expliques qu'en France, finalement, il y a une discordance entre un nombre de centres transplanteurs assez important et finalement, il y a un nombre assez faible par million d'habitants? Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est vrai qu'on a l'impression qu'après la publication en 2011 de l'article dans New England sur le reconditionnement ex vivo, il y a eu un engouement et qu'aujourd'hui, on a compris ce que tu en pensais. Finalement, il n'y a plus beaucoup d'indications. Est-ce que tu peux développer ce point? Et finalement, quand on t'écoute, on se demande s'il faut encore continuer les travaux d'ingénierie tissulaire. J'aimerais bien que tu nous en parles quand même et que tu nous dises ce que tu en penses. Alors sur l'aspect des petits centres, bon, c'est des histoires d'organisation des soins. Hein. Il y a une répartition en France qui est issue de l'histoire. C'est très difficile de fermer un centre de transplantation pulmonaire comme c'est très difficile de fermer une maternité. Et donc voilà, il y a une dispersion qui est importante. C'est vrai que ça fait sourire nos collègues allemands. En Allemagne, il y a 2 centres de transplantation pulmonaire. Voilà, nous, on en a 11. C'est issu de l'histoire.
Mais c'est vrai je pense que ça nous interpelle tous parce que y a cette notion quand même de cercle vicieux et de cercle vertueux. C'est-à-dire que quand on fait les choses moins souvent, et ben, peut-être qu'on a de moins bons résultats. Pas forcément que chacun travaille moins bien, mais globalement la coordination est moins bonne, les protocoles sont moins carrés. Et puis du coup, on réserve la technique pour les cas les plus désespérés, et donc forcément ça se passe moins bien. Et voilà, donc ça c'est pour l'aspect des volumes. Alors est-ce que ça va changer? C'est très difficile. D'un autre côté, c'est aussi, dans la culture française, c'est difficile pour un patient de faire 500 km pour être pris en charge. Donc à Bichat, on va des patients qui viennent de très loin, vers le nord et vers l'ouest de la France, mais par exemple, les patients ne déménagent pas du tout. Alors, quand on va à Toronto, c'est simple, ils appellent ça relocalisé à 2 heures de la ville. C'est une condition sine qua non, sinon vous n'avez même pas de rendez-vous en consultation. Donc, nous, peut-être qu'effectivement, on pourrait surmonter ces écueils culturels en créant des suivis alternés, en fait, après, en disant, voilà, il y a un centre qui fait la transplantation, et puis ensuite, on suit les patients de façon alternée, il y a beaucoup de télémédecine qui se développe. Voilà, mais c'est vrai que on voit les chiffres, on voit des très grosses équipes qui grossissent de plus en plus. Je pense à Foch, à Marie-Lanon, Strasbourg qui est toujours très solide. Et puis c'est vrai que nous on est du coup en 4e position. Et puis il y a des équipes Est-ce que vous accepteriez? Nous on accepterait, on en a parlé parce que vous savez c'est pas du tout un tabou, hein, c'est que ça fait partie des. Il y a 2 centres de transplantation pulmonaire à l'assistance publique. L'optique qui a toujours eu l'équipe de Bichat, et je ne parle pas en leur nom, mais globalement on est tous sur c'est que si à un moment on nous dit travaillez à 2, vous aurez plus de moyens. Je veux dire, à l'échelle de Paris, aller dans le bâtiment A ou dans le bâtiment B qui sont à 8 minutes sur le périph' aux bonnes heures. Moi, ça ne me gênerait pas plus que ça, mais le problème c'est qu'on attend des décisions qui ne viennent pas en fait. Il faut qu'on se prenne en main. Bon, Bernard Launois, j'aurais vous féliciter parce que c'était passionnant. Et c'était passionnant parce que la transplantation pulmonaire, quand même, c'était dans le temps la plus mauvaise transplantation, avec des résultats à 1 an qui n'étaient pas extraordinaires. Donc là, on assiste à des progrès qui sont fantastiques, qui sont incroyables. Et comme pour les autres organes, on s'aperçoit que le conditionnement de l'organe du donneur est très important. Par contre, ce qui m'a surpris, vous n'avez pas du tout parlé du traitement immunosuppresseur. Or, c'est quand même le traitement immunosuppresseur qui a permis les progrès de la transplantation. Tout à fait. C'est parce que je ne suis pas très compétent sur les questions. Vous m'étonnez. Non, effectivement, en termes de survie, la transplantation pulmonaire reste le moins bon pronostic. Si on regarde par rapport au rein, au foie ou au cœur, on garde toujours le moins bon pronostic. Il y a eu une amélioration au cours des 30 dernières années, mais le pronostic reste bon. Juste pour répondre à la question d'Emmanuel sur l'ex vivo, je pense que c'est difficile pour l'instant de connaître la place exacte de cette technique. Donc il y a des engouements et puis on revient un peu. Là, clairement, il y a aussi un point qui est le financement en fait. C'est-à-dire qu'il y a 15 000 € de consommables, il y a un chirurgien et un perfusionniste à côté d'une machine pendant 6 heures. Donc comme l'intervention elle-même, une transplantation bipulmonaire, c'est déjà 6 heures, et que la séquence de prélèvement faite par un chirurgien assistant c'est 4 heures, ça commence bout à bout à faire beaucoup. Inversement, ça permet une réorganisation peut-être plus simple des équipes, justement. Alors, sauf que pour l'instant, effectivement, l'ex vivo très bien contrôlé, ce que fait Toronto, les fameux ex vivo logistiques, c'est sûr que ce serait l'idéal de dire on le met sur l'ex vivo et puis on le transplante à une heure. Mais d'un autre côté, eux font aussi de l'ischémie très longue, ils greffent après 12 heures d'ischémie et ça ne pose pas de problème particulier. Tu vas pas échapper à la question. Non, mais en fait, je pense que le problème, c'est que les deux, entre les équipes qui font de l'ingénierie tissulaire et les équipes ex vivo, pour l'instant, ne se parlent pas tellement. Moi, j'ai été un peu à cette interface quand j'étais à Toronto, avec des collaborations avec d'autres équipes. Et clairement, je pense que la solution, elle sera entre les deux. C'est-à-dire qu'entre des équipes qui passent le poumon au détergent et qui essayent de tout réensemencer et de tout recréer depuis zéro, et puis en fait ça marche 7 minutes chez le rat, c'est formidable, mais
probablement que... Le temps de la photo, quoi. Voilà, le temps de la photo. Probablement en plus que faire qu'un seul versant épithélial ou vasculaire suffirait. Et puis d'autres qui, eux, veulent conserver... 6 heures quand même. Oui, pardon. Bref. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'imagine plutôt un rapprochement des deux en disant, bah, en fait, peut-être qu'on pourrait prélever n'importe quel greffon, comme on fait pour les allogreffes artériels, et puis les mettre sur un circuit ex vivo, les garder 72 heures, ce qui permettrait de déterger, mais plus légèrement, de garder un renfort plus important, et puis de pouvoir réparer au sens propre. Et c'est vrai que pour l'instant, on a l'impression que les deux se regardent un peu encore en chien de faïence. Très grande discussion aussi sur les potentiels de régénération du poumon. Bon, sur le foie, on n'a pas trop de doutes, mais sur le poumon, il y a quand même toujours une discussion sur les cellules souches intrapulmonaires et que c'est un point capital, puisque probablement, on voit bien quand on fait par exemple une pneumonectomie, une lobectomie, on n'a pas qu'une inflation du lobe ou du poumon contralatéral, on a aussi des régénérations, maintenant c'est prouvé, d'alvéoles, etc. Et ça, je pense que c'est un point clé aussi pour justement essayer de potentialiser les phénomènes de régénération du poumon, qui est probablement l'organe le plus difficile à bioconstruire, hein, je pense, réellement. C'est pas parce qu'on fait cette spécialité, mais je pense que c'est vraiment le plus compliqué. Cerveau à part. Cerveau. Ça dépend lesquels. Il n'y a pas d'autres questions? Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup.